Bonjour David. Bonjour Barbara. Alors David, nous allons évoquer aujourd'hui un problème qui touche de plus en plus de monde, Oui, le burn-out. oui. Et en thérapie par la méditation, on l'aborde peut-être un petit peu différemment. Hmm, Et je sais qu'il y a un protocole. oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors on peut parler d'abord de ce qu'est le burn-out. C'est un effondrement, un épuisement professionnel brutal, mais qui n'apparaît pas par hasard. Il apparaît chez certaines personnalités qui ont eu certaines conduites à risque en fait dans leur travail, c'est-à-dire qui se sont épuisés excessivement au travail. Donc on n'arrive pas au burn-out par hasard. On pourrait dire qu'il y a plusieurs phases dans le burn-out. Mais pour résumer, il y a avant le burn-out. Malheureusement, c'est assez rare qu'on parvienne à aider les gens avant le burn-out parce qu'elles sont en mode tunnel, on peut dire. Il y a vraiment une obsession du faire, obsession de l'efficacité, obsession d'arriver à bout des tâches qu'elles s'imposent. Euh, et puis il y a l'effondrement lui-même. Bon, ben là, il n'y a pas de mystère. Pendant l'effondrement, il faut du repos, du repos, du repos, éventuellement un traitement médicamenteux pour aider. Et puis là, il va y avoir quelques semaines, quelques mois de repos total pendant lequel les personnes seront incapables de faire quoi que ce soit. Donc il faut se rendre compte que c'est pas anodin le burn-out, c'est quelque chose à prendre très au sérieux, ça peut être très grave, euh, ça peut prendre des années avant de s'en remettre. Donc il faut à tout prix éviter d'aller au burn-out. Malheureusement, en thérapie, malheureusement ou heureusement, peu importe, en thérapie, on accueille souvent des personnes qui demandent de l'aide après le burn-out. Mais là, il est encore temps de faire beaucoup de choses. Il y a tout un travail très intéressant à faire. Alors par exemple, quels sont les états d'esprit qu'on peut cultiver pour éviter d'aller au burn-out? Alors, il y a les états d'esprit de base qu'on va cultiver avec les méditations sur le souffle ou le balayage corporel. En quoi est-ce que ça peut éviter finalement d'aller au burn-out? Le souffle par exemple. Alors là, je vous parle de la partie curative, si je puis dire, après le burn-out. Mais comme il est possible qu'il y ait des rechutes, ça servira aussi de prévention, effectivement. Euh, Tout d'abord, le burn-out arrive en dépendance d'esprit incontrôlé, c'est-à-dire d'état d'esprit incontrôlé. Il y a donc des états d'esprit perturbés, multiples, qui conduisent à cet effondrement. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, alors il y en a beaucoup, mais on peut en prendre un angle un petit peu inhabituel peut-être. Alors ça va peut-être beaucoup vous surprendre, hein. L'orgueil. L'orgueil. Ouais. Alors que quand finalement on se donne à fond dans un travail, on a l'impression au contraire de se sacrifier même pour son travail peut-être, ou pour sa famille, ou pour autre chose. Mais en quoi est-ce qu'il y a de l'orgueil finalement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je sais, c'est assez contre-intuitif. L'orgueil est un mécanisme de protection basé sur l'auto-préoccupation, c'est-à-dire une préoccupation de soi. Ça signifie que la personne a un problème avec elle-même en fait. Donc, en thérapie par la méditation, on va prendre soin de son monde émotionnel. On a vraiment besoin d'apprendre à prendre soin de soi. On fera ça en accueil des émotions, on fera ça en revisitant le passé, en allant chercher dans le passé les causes karmiques qui ont amené à cet effondrement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a de l'orgueil? Eh bien parce que cette douleur en soi génère un mécanisme de protection qui déforme la perception que nous avons de nous-mêmes et de notre place dans le monde, de notre importance dans le monde. C'est ça l'orgueil finalement. C'est une perception perturbée de notre importance dans le monde, de la place que nous avons dans le monde. Tu veux dire qu'on se sent trop important par rapport à ce qu'on est réellement, ou justement peut-être pas assez? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que l'esprit crée une fiction. Et cette fiction est un moi capable, un moi qui serait capable de faire des choses extraordinaires,
un moi qui serait capable de satisfaire les exigences des autres, un moi qui serait capable d'être reconnu, d'être validé par les autres, d'être aimé par les autres. Et ce moi aurait des compétences extraordinaires, il aurait une capacité de travail hors norme, il serait capable de faire tout ce qu'on lui demande et bien plus encore. Et ce moi n'existe pas. Pourtant, pardon, tu as parlé d'un mécanisme de défense. Oui, c'est parce qu'on se sent fragile, on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas reconnu, on ne se sent pas validé. Il y a probablement un lien avec ce qu'on a vécu dans notre enfance. Il y a peut-être eu des culpabilisateurs dans notre enfance, ou des personnes qui ont été excessivement exigeantes, ou peut-être qu'on ne s'est pas senti suffisamment aimé. Donc on va être capable d'en faire des tonnes et des tonnes pour aller chercher un peu d'amour, un peu de reconnaissance, de validation. On va espérer que les autres nous disent « Oui, là, ça y est, tu es enfin valide. On t'accepte, tu as ta place dans le monde. » Donc, pour résumer, tu es en train de dire qu'une personne orgueilleuse, finalement, au fond, est une personne fragile. Exactement. Oui, une personne orgueilleuse est une personne fragile. Et donc, quand on va au burn-out, ça signifie qu'on a créé une réalité parallèle, un moi surpuissant, un moi hyper compétent, un moi tout puissant. Et la barre est haute, la barre est très haute en fait. Et voilà, vous imaginez une barre très haute, ben nous on n'y est pas. Et on essaie tant bien que mal de l'atteindre, mais on est bien plus bas que ça. et c'est quoi le problème en fait, de ne pas être capable, de ne pas être compétent quand on y pense? Si on met de l'humilité dans notre attitude, je suis pas capable, et alors? J'y arrive pas, et alors? Vous voyez un petit peu l'attitude d'une personne humble. Tu veux dire qu'il faudrait se donner le droit d'être faible, finalement? Oui, tout à fait. Le droit à l'erreur également, peut-être, le droit de ne pas savoir, de ne pas pouvoir. Ben oui, tout à fait, oui, oui. Parce que sinon, il y a de la prétention, en fait. En plaçant la barre si haute, on prétend à une toute-puissance qu'on n'est pas capable d'atteindre. Et là, on va en faire des tonnes jusqu'à épuisement, quoi, jusqu'à en mourir parfois. C'est tellement dommage. Donc on a besoin de prendre soin de nos blessures émotionnelles profondes, avec compassion pour nous-mêmes, avec tendresse pour nous-mêmes, vraiment prendre soin de ces blessures-là, de façon à ne plus avoir besoin de prétendre être quelqu'un de tout-puissant, et d'une façon à ne plus avoir besoin d'aller chercher l'amour ou la validation des autres. Alors donc, je sais il y a un protocole pour accompagner les personnes, Oui. soit qui vont au burn-out ou qui en ont fait un, en thérapie par la méditation. Si on prend l'angle de l'orgueil, par exemple, comment est-ce que tu vas aider finalement ces personnes à peut-être déjà se rendre compte, prendre conscience qu'il y a de l'orgueil, et comment est-ce qu'on guérit de ça finalement? Parce que derrière ça, il y a une blessure profonde. Exactement, on va d'abord commencer par se connecter à notre monde émotionnel. Et dans un premier temps, la personne aura besoin d'apprendre à méditer, d'apprendre à reprendre contact avec son corps. Il est très fréquent qu'une personne qui sort d'un burn-out ait perdu contact avec son corps. Et souvent, elle ne sent plus son corps. Alors, reprendre contact avec son corps, apprendre à muscler son attention. L'attention, c'est une faculté naturelle de l'esprit. Il va falloir reprendre la main sur notre attention, poser notre attention sur ce qui est vraiment important pour nous et ce qui nous rend heureux. On va apprendre à muscler notre focalisation, c'est-à-dire à focaliser sur ce qui est vraiment important pour nous et non pas sur nos défauts, nos lacunes, nos insuffisances. On va apprendre aussi à développer la vigilance. La vigilance, c'est une partie de l'esprit qui est capable de s'observer soi-même. Alors on observe nous-mêmes, comme ça, en simultané, on observe le fonctionnement de notre esprit. On a du recul sur nous-mêmes, finalement. On a du recul sur nos mécanismes psychiques. Ça permet peut-être justement de ne pas adhérer totalement à notre film dont tu parlais tout à l'heure. Oui, exactement. Oui, le mot est juste. Notre film, on s'était fait une fiction, on s'était fait un film, finalement, une fiction sur ce que nous serions censés être capables de faire. Alors, une fois qu'on aura commencé à maîtriser un petit peu notre esprit, on va développer des états d'esprit positifs. Alors, on va développer la patience avec nous-mêmes, la patience avec les autres.
On va développer la bienveillance, bienveillance avec nous-mêmes, bienveillance avec les autres. Voilà, on va développer une multitude d'états d'esprit positifs qui vont venir progressivement remplacer les états d'esprit négatifs. Négatif, ça signifie que ça nous rend malheureux. Mais on va avoir besoin de prendre contact avec notre monde émotionnel. Et là, c'est tout un apprentissage. Apprendre à accueillir nos émotions. Et donc tu veux dire que la méditation peut aider à prendre contact avec notre monde émotionnel? Ah oui, oui, tout à fait. C'est vraiment une pratique centrale en méditation que de se connecter à nos émotions, de les ressentir dans notre corps, vraiment de ressentir les sensations émotionnelles dans notre corps, par exemple une boule dans le ventre, la gorge serrée ou le souffle court, ou les larmes ou la transpiration, et on s'autorise vraiment à vivre ces émotions en pleine conscience. En pleine conscience. C'est-à-dire qu'on est pleinement présent à l'émotion, avec de la bienveillance, avec vraiment l'envie de prendre soin de notre monde émotionnel. Ça nous évite de refouler, ça nous évite de détourner le regard. On les regarde en face, nos émotions. Et puis, à partir de là, on sera capable d'accueillir les émotions que nous avons accumulées dans le passé. Donc, on va retourner visiter les situations stressantes du passé et on va accueillir le stock émotionnel qui nous reste depuis cette époque. Il n'y a pas de limite de temps. On peut remonter aussi loin qu'on le souhaite dans l'enfance. Petit à petit, on va désamorcer comme ça différentes émotions. On va libérer les tensions émotionnelles et pendant l'accueil de l'émotion, donc en dialogue avec le thérapeute, puisque ça se fait comme ça, hein, en méditation, sur l'accueil de l'émotion, on parle avec le thérapeute pendant la méditation. Hein. Donc il y a des choses qui sont révélées dans cet état d'esprit qui est plus profond, plus subtil. Il y a des choses qui deviennent évidentes. Tu veux dire qu'il y a des choses dont on n'était pas conscient qui peuvent peut-être émerger pendant cet accueil de l'émotion? Exactement, c'est une des fonctions principales de l'accueil de l'émotion, c'est de mettre la lumière de la pleine conscience sur des choses dont nous n'avions pas conscience. Et voilà, à partir de cette capacité que la personne aura développée à entrer en contact avec son corps, à contrôler un peu mieux son esprit, à ne plus avoir peur de ses propres émotions, eh bien, on va pouvoir développer un bien-être, une confiance, un espace de liberté intérieure qui nous rend davantage indépendants du regard des autres. C'est-à-dire, plus il y a de liberté intérieure, moins on dépend des conditions extérieures. Et est-ce que ça ne serait pas ça, justement, un des secrets pour ne pas aller au burn-out? C'est de ne pas être en dépendance, de se mettre en dépendance du regard des autres. Oui, effectivement, c'est un des secrets fondamentaux, c'est de développer un bien-être, une liberté intérieure, de savoir également que nous avons déjà une valeur en nous-mêmes, vraiment de se connecter, de l'expérimenter. C'est cette valeur que nous avons déjà en nous-mêmes, même si on ne fait rien du tout. Est-ce que la méditation permet de ressentir cette valeur, de l'expérimenter, comme tu dis? Oui, exactement. On va vraiment s'en rendre compte par l'expérience. On va se connecter à cet espace de paix intérieure. Et là, on se rend compte que dans cette paix intérieure, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, quoi. On a déjà de la valeur. Merci beaucoup, David, pour cet éclairage. À bientôt. À bientôt.